Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 15 mars 2021, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons avec France 24 où nous lisons « L'ONU va augmenter les effectifs de casques bleus en Centrafrique ». Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi dernier une résolution visant à déployer progressivement près de 3000 casques bleus supplémentaires en Centrafrique. Le pays est toujours sous la menace de groupes armés cherchant à renverser le pouvoir. Rédigé par la France, le texte a été adopté par 14 membres du Conseil. Sur les 15, seule la Russie, active en Centrafrique, s'abstenant selon des diplomates. Et enchaînons avec le quotidien Le Monde. Le samedi de mobilisation prévu au Sénégal est reporté. Après un appel à l'apaisement des milieux musulmans et chrétiens, les manifestations annoncées par le mouvement de contestation sont reportées s'inédit dans le pays traversé par des troubles jamais vus depuis 2012. Le report des manifestations qui présentaient le risque de nouvelles violences a été annoncé au milieu de soirée par le mouvement pour la défense de la démocratie, M2D. Et enchaînons avec l'agence ICOFA. L'Éthiopie refuse les allégations de nettoyage ethnique au Tigray. Au lendemain d'un nouvel appel américain, une mobilisation internationale sur la question du Tigray, le gouvernement éthiopien a réagi samedi, rejetant toutes les allégations de nettoyage ethnique dans la région. Dans un communiqué de presse, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a nié toute action d'épuration ethnique ou atrocité commise durant l'offensive des forces gouvernementales contre le parti alors au pouvoir dans la région du Tigré, le Front populaire de libération du Tigré. Et enchaînons avec Le Point où nous lisons « Nigeria, opération en cours pour libérer 39 collégiens pris en otage ». Les forces de sécurité nigérianes ont intensifié leurs efforts samedi pour secourir une quarantaine d'étudiants kidnappés jeudi dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du Nigeria. L'armée était parvenue à secourir dans la foulée près de 180 étudiants et étudiantes, mais 39 autres, 23 femmes et 16 hommes, restent otages des bandits selon les autorités locales. Et passons à la Libye. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte continuerait de soutenir la Libye pour entreprendre le processus de sa reconstruction et réaliser le développement durable escompté par le peuple libyen, frère qui souffre depuis des années de la guerre qui embrassait son pays. Le président a tenu ses propos lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre libyen désigné Abdelhamid Dbeibah. Voyons ensemble. Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu samedi au téléphone avec le Premier ministre libyen désigné Abdelhamid Dbeibah. Le président a félicité le Premier ministre pour avoir gagné la confiance du Forum de dialogue politique libyen qui s'est tenu le 5 février dans la ville suisse de Genève. M. Dbeibah a exprimé sa grande appréciation pour le soutien qu'a apporté l'Égypte à son pays pour y instaurer la stabilité et la sécurité. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte continuerait à soutenir la Libye pour entreprendre le processus de sa reconstruction et réaliser le développement durable escompté par le peuple libyen, frère, qui souffre depuis des années de la guerre qui a embrasé son pays. Le Premier ministre libyen a de son côté mis l'accent sur l'importance de la préservation des relations historiques qui unissent l'Égypte et la Libye et le renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines. Le président el-Sisi a effectué un autre appel téléphonique pour féliciter le nouveau président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Al-Menfi.
Le président a félicité El-Menfi pour la formation du nouveau pouvoir exécutif libyen, soulignant l'impératif de poursuivre les efforts pour relancer le processus de règlement politique et maintenir le dialogue interlibyen pour barrer la route à toute tentative d'ingérence étrangère. Pour sa part, M. Mohamed El-Menfi a loué les efforts de l'Égypte pour restaurer la paix et la stabilité en Libye, rappelant à cet effet les relations historiques reliant les deux pays voisins et les deux peuples frères. M. El-Menfi a souligné l'attachement du nouveau pouvoir exécutif libyen à booster la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré l'ultime soutien de l'Égypte au nouveau gouvernement libyen. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Dr Raouf Ghafar, bonjour. 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 Le président Abdel Fattah el-Sisi a qualifié de vote de confiance remporté par le nouveau chef du gouvernement libyen au sein du Parlement en tant qu'un pas historique pour aboutir à un compromis dans le dossier libyen. Qu'en pensez-vous? Et il était temps. Nous avons attendu ce pas, disons, depuis de longues années. Finalement, il y a maintenant un conseil présidentiel, il y a un nouveau gouvernement, et justement, comme vous avez bien dit, il a obtenu vote de confiance du Parlement. Donc, on commence sur la bonne voie vers une Libye sécurisée, une Libye en paix, etc., avec toutes les factions dans ce nouveau gouvernement. Donc, c'est un pas très positif pour le peuple libyen. Nous savons tous que la Libye et l'Égypte, ils ont des frontières communes de plus de 1000 km, donc la sécurité nationale des deux pays, c'est la même chose, et c'est pour ça que notre président a été toujours commis à cette crise, et il a été toujours, il a lancé des initiatives, et il a entretenu des pourparlers, des conférences en Égypte et ailleurs pour justement arriver à cela. Et nous espérons bien que ça va commencer, ça a commencé déjà, ça continue bien d'ici vers la fin de cette année, les élections générales, et puis on commence à avoir une Libye, comme jadis, qui soit sécurisée et qui soit en paix. Docteur Raouf Ghafar, selon vous, quels sont les outils nécessaires pour renforcer la souveraineté de la Libye et également mettre un terme à toute ingérence étrangère? Vous l'avez dit, voilà, la première chose, c'est de avoir toutes les factions libyennes, nord, sud et est et ouest, Oui. Qui participent dans ce gouvernement, donc ils font partie de la nouvelle Libye. Le gouvernement, supposément, qui a travaillé pour quelque temps, il est temps de quitter. Certainement, les forces étrangères, qu'elles soient régionales ou pas, doivent simplement quitter le pays avec tous ses milices, etc. L'armée libyenne doit s'unir et une seule armée nationale soit en charge. Pouvoir, oui. Et ce qui arrive, c'est-à-dire ça va venir sans doute, mais l'important c'est que tous les Libyens se mettent d'accord et ils commencent à désarmer les milices qui existent, surtout dans l'ouest, et commencer justement à gérer un pays de nouveau après une dizaine d'années de dilemme. De guerre, oui. L'Égypte soutient toujours la Libye. Alors, d'après vous, quels sont les domaines dans lesquels l'Égypte pourrait présenter son expertise à ce pays frère? Comme vous avez dit, un pays, nous avons, comme j'ai dit il y a quelques instants, des frontières communes très, très longues. Nous avons des intérêts communs
certainement, la Libye va commencer sa reconstruction. L'Égypte peut donner beaucoup d'aide là-dedans, sur le plan ingénierie, sur le plan expertise, sur le plan expérience. Sans doute des boîtes égyptiennes peuvent prendre part dans la reconstruction de la Libye, d'un côté. Le pétrole déjà va recommencer. Dans ce domaine encore, l'Égypte peut aider. C'est-à-dire, je pense que si jamais il y a une sorte d'intégration entre les deux pays, l'Égypte peut jouer un très grand rôle sur le plan renouvellement et reconstruction de la nouvelle Libye qui commence justement du zéro. Parce que sur le plan militaire encore, on peut entraîner, on peut... c'est-à-dire beaucoup de domaines qui peuvent être certainement, oui. Docteur Ouf Ghafar, analyste politique, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Merci. Merci à vous. Et enchaînons avec la Tunisie. Alors, en Tunisie, l'explosion d'une citerne d'asphalte a causé la mort de 6 personnes. Les opérations de recherche pour trouver d'autres victimes éventuelles sont toujours en cours. Le point avec Dalia Karam. Le sud-est de la Tunisie a fait 6 morts et un blessé samedi 13 mars, selon la protection civile. L'explosion, dont les causes ne sont pas encore connues, est survenue à 9h30 heure locale, 8h30 GMT. Elle a fait dans un premier bilan préliminaire 6 morts et un blessé, a précisé le porte-parole de la protection civile. 4 personnes sont mortes sur place et les 2 autres après avoir été transportées à un hôpital de Gabès. Les opérations de recherche pour trouver d'autres éventuelles victimes sont toujours en cours. Selon des photos publiées par des médias locaux, une énorme fumée noire couvrait une partie de la zone industrielle de Gabès. Changeons un peu de sujet, laissons un peu la politique. Alors, au Kenya, un rite traditionnel consiste à enseigner aux garçons leur rôle futur dans la société Maasai. Ce rite vise à faire passer les jeunes garçons au stade de Moran, puis de jeunes adultes et enfin d'aînés. Il aborde les questions de respect et de responsabilité, de sauvegarde de la lignée ainsi que de transfert des pouvoirs d'un groupe d'âge au suivant. Shamsnemi nous donne plus de détails. La tête recouverte d'ocre rouge, ces guerriers Maasai participent au rite final du passage du stade de Moran, des guerriers, à celui d'aînés. Ce peuple d'éleveurs semi-nomades qui vit dans le nord de la Tanzanie ainsi qu'au centre et au sud-ouest du Kenya enseigne à ces hommes leur rôle futur dans la société Maasai. Un enseignement symbolisé par 3 rites de passage interdépendants de la communauté pour les jeunes hommes âgés de 15 à 30 ans. Il y a 3 étapes importantes au cours de toute autre tranche d'âge particulière. Ces 3 étapes ont été sauvegardées par l'UNESCO. La première s'appelle Enki Pata, qui s'adresse aux garçons. Nos pères ont dû nous faire passer par Enki Pata, qui a d'ailleurs été le premier droit sauvegardé par l'UNESCO. Puis vous allez à Unoto et le dernier est Olenger Er. Il est très important de suivre les 3 rites de passage pour être admis comme jeune aîné dont la société révèle le jeune homme John Topwa. En 2018, l'UNESCO a inscrit les rites Maasai sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. La communauté a été menacée notamment par les compagnies d'écotourisme qui, grâce au gouvernement et aux lois sur la conservation, parvenaient à voler des terres pour s'en approprier les ressources. Les rites Maasai abordent des questions de respect et de la responsabilité, de sauvegarde de la lignée. Ils permettent le transfert des pouvoirs d'un groupe d'âge au suivant.
Mais de plus en plus, l'émergence de l'agriculture en tant que source principale de revenus, les réformes du système foncier et l'impact du changement climatique sur la survie du bétail fait décliner la pratique de ces rites. Mesdames et messieurs, avec ce commentaire, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Et rendez-vous prochainement. Et actuellement, nous allons voir ensemble notre programme L'Égypte à la une avec Noa Alais. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.